Au sixième jour de guerre entre l'Iran et Israël, rien ne semble montrer un quelconque signe de désescalade. C'est plutôt tout le contraire en réalité. Les Israéliens inquiets indiquent avoir atteint la nuit dernière encore des dizaines de cibles en Iran. Selon l'AIEA, 2 bâtiments de production de centrifugeuses ont encore été détruits par l'État hébreu. Téhéran qui a encore vécu une nuit sous les bombes et cela a fait sortir de sa réserve le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui vient de mettre en garde Israël en ce début d'après-midi. L'État hébreu a fait une énorme erreur. Il sera puni pour cela. Le guide qui s'adresse aussi aux Américains, qui prévient contre des dommages irréparables en cas d'intervention américaine, avant d'ajouter l'Iran ne capitulera jamais. On va revenir sur cette séquence parce qu'on vient de recevoir les images de cette intervention visiblement enregistrée, une photo avec une voix de femme qui s'exprime par-dessus, pas la voix du guide suprême en tant que tel. Bonjour Sébastien Regnault, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Iran, auteur de La modernité iranienne aux éditions L'Harmattan. Alors, on est pris par le direct, évidemment, ça vient de se passer. On nous annonçait cette prise de parole, première prise de parole du guide suprême depuis vendredi. On sait que sa parole est rare, qu'il se cache parce qu'il est menacé par les Israéliens. On vient de recevoir ce qu'on appelle dans notre jargon une tape, un enregistrement. Or, on reçoit une photo du guide suprême avec la voix d'une femme qui délivre donc des messages. Une réaction déjà à cela? Oui, alors c'est peut-être un petit peu difficile de rentrer dans la subtilité des modes de communication iraniens. La seule chose, c'est qu'on est le 18 juin, le général de Gaulle disait choisir entre la politique et la stratégie militaire, c'est choisir entre le bon sens et l'erreur. Et je crois qu'on en est exactement là. Il y avait une voie politique, une voie diplomatique, une négociation sur le nucléaire. Israël nous a entraînés dans une erreur stratégique, militaire. Et si je dis ça, c'est qu'on a quelques précédents. Fiasco afghan, désastre irakien, tragédie syrienne, humiliation malienne, tragédie au Yémen, chaos libyen. La bande de Gaza a été rayée de la carte. Le Liban est en état de décomposition. Alors, bien sûr, les États-Unis ont la plus grande armée du monde. Il ne fait aucun doute qu'ils remporteront une victoire. Mais ils perdront la guerre. C'est assurément la situation qui s'est passée depuis plus de 20 ans au Proche et au Moyen-Orient. Ils ont perdu toute leur Quand guerre. vous dites Israël nous a engagés dans une grave erreur, nous, c'est qui? C'est les Occidentaux. Moi, c'est ce que j'entends là-dedans. Vous avez le sentiment qu'à l'heure où l'on se parle, on est engagé là-dedans? Eh bien, il faut reprendre le discours de l'Élysée, le en même temps de Emmanuel Macron. Lorsque Israël s'attaque à la bande de Gaza, il condamne. Lorsque Israël s'attaque à l'Iran, il soutient et il est prêt à défendre Israël. Donc, on est engagé, évidemment, dans une perspective militaire qui est tout à fait condamnable et qui est tout à fait critiquable. Et le but du jeu... Vous savez, moi, je suis le comportement de Netanyahou à travers le prisme de mon observation de la société iranienne depuis plus de 20 ans. C'est quelqu'un dont on peut considérer qu'il est critiquable, mais il est extrêmement prévisible. Moi, ça fait 3 semaines, 1 mois que j'explique à tout le monde que Israël va attaquer avant le 30 juin. Quand je découvre qu'au Quai d'Orsay et à l'Élysée, ils ont été surpris par l'attaque, c'est bien la preuve qu'ils sont un tout petit peu déconnectés de la situation. Nous sommes en face d'une idéologie néoconservatrice extrêmement forte, qui a ses bases à Washington, à Tel Aviv et à Riyad. Cette alliance stratégique est une alliance, du point de vue religieux, des suprémacistes évangélistes américains, des suprémacistes salafistes saoudiens et des suprémacistes juifs en Israël. Cette alliance religieuse qui se transmet en alliance politique et géopolitique autour du pétrole, du gaz et des intérêts financiers dans la région n'a qu'une seule obsession, l'Iran, depuis plus de 20 ans. Et tous les désastres au Proche et au Moyen-Orient sont la conséquence de cette situation. Je vais vous expliquer une chose.
Au début des années 2000, le guide suprême s'était engagé pour une feuille de route qui réglerait tous les problèmes du Moyen-Orient qui sont en lien avec son pays, contre une reconnaissance par son propre pays d'Israël dans les frontières de 67. Il a été remercié par l'administration Bush de l'époque en étant mis dans l'axe du mal. Les Américains ont préféré mettre dans leur perspective toujours permanente de changer de régime en Iran, se sont opposés à cette feuille de route au nom de leur volonté de déstabiliser le régime. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que cette feuille de route est sur la table. Et je suis sûr que autour du G7, à Paris, à Washington, etc., elle va revenir sur le devant de la scène. Là, tout le problème vient de là. C'est-à-dire que nous sommes là face à une idéologie, parce que l'Iran n'a pas le monopole des idéologies. Moi, je suis chercheur, j'essaye de trouver dans tous les discours qui sont évoqués à droite et à gauche, j'essaye de distinguer le vrai du faux et essayer, c'est mon boulot, d'aller vers la recherche de la vérité. C'est pas une mince affaire, surtout concernant l'Iran. Mais je veux dire que l'Iran n'a pas le monopole de l'idéologie et nous sommes entraînés, un tout petit peu aussi, un peu malgré nous, dans une spirale militaire et néoconservatrice qui a pour seule ambition de mettre l'Iran au pas. Et je crois que c'est une grave erreur. Je reviens à ce que je disais, nous sommes le 18 juin, sur ce que disait le général de Gaulle. Nous sommes là entre le choix diplomatique et politique, car les Iraniens sont de très fins diplomates, sont très fins politiques. On peut tout à fait contester, je suis le premier à le faire, la nature du régime en place, mais il y a toujours une voie diplomatique. Justement, Sébastien Regnault, on est encore à l'heure des choix parce que les grandes décisions n'ont pas encore été prises. On va les retrouver tout de suite à Téhéran, notre correspondant Siavosh Ghazi. Peut-être un mot déjà, Siavosh, je vous posais la question à l'instant, Sébastien Regnault, puisque le guide suprême vient de délivrer ce message un peu particulier, une image figée avec une voix de femme derrière qui délivre des messages et à l'État hébreu et à l'Amérique de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces mots aujourd'hui ? Alors la liaison avec Siavosh qui a été interrompue, Siavosh qui couvre pour nous depuis vendredi évidemment ce conflit et ces frappes. On vivait à côté de lui hier en direct ces frappes sur la ville de Téhéran. On va peut-être d'ailleurs revenir en images tout de suite sur cette dernière nuit particulièrement rude pour les Iraniens, notamment à Téhéran. Explication signée Ludovic de Foucault. Regardez. Dans le ciel de Tel Aviv, les systèmes de défense aériens israéliens rencontrent une nouvelle fois les missiles iraniens. Au 6e jour de la guerre, les habitants s'organisent car ils s'attendent à ce que le conflit dure. Ce parking est réaménagé en camping pour des familles. La mairie fournit des tentes, de la nourriture, de l'eau. Beaucoup de gens ici, notamment les jeunes familles du centre de Tel Aviv, n'ont pas d'abri adéquat et utilisent les abris publics. En cas de sirène en pleine nuit, il est très difficile de prendre les enfants sur les bras et de se réfugier dans un abri convenable, dans un lieu public. Alors les gens préfèrent venir ici. Je pense que des centaines de personnes viendront ici dans les semaines à venir. Les missiles iraniens sont bien plus gros, bien plus bruyants, bien plus effrayants et font bien plus de dégâts que les roquettes libanaises des Houthis ou du Hezbollah. L'agence de presse Wana a publié ces images de missiles tirés par les gardiens de la révolution iranien vers Israël. Téhéran assure avoir lancé des missiles hypersoniques. Le guide suprême l'annonce sur X. Le combat ne fait que commencer. Son message mêle les références coraniques, comme le sabre à 2 pointes d'Ali, Zulfikar, et la bataille de Khaybar, qui a vu en 628 la victoire de Mahomet et ses fidèles contre des tribus juives.
L'aviation israélienne, elle, continue de frapper des infrastructures iraniennes comme des sites de production de centrifugeuses ou la base de missiles de Tabriz, mais a besoin de matériel militaire américain pour détruire des installations nucléaires souterraines. Donald Trump appelle à la reddition de Téhéran sans en dire plus sur les plans américains. Il assure ne pas avoir l'intention de tuer Ali Khamenei, du moins pour l'instant. Washington a ordonné la fermeture de l'ambassade américaine à Jérusalem à partir de ce mercredi jusqu'à vendredi pour des raisons de sécurité. Voilà, on a retrouvé la liaison avec Siavosh Ghazi qui nous attend à Téhéran. Bonjour Siavosh, ravi de vous retrouver déjà. Un mot peut-être pour commencer des mots du guide suprême et de cet enregistrement un peu particulier quand même. Absolument, il se devait de répondre à Donald Trump qui a dit hier que les Américains savaient où se trouvait, où se cachait le guide suprême iranien et n'avaient pas l'intention, en tout cas pour l'instant il a ajouté, de le tuer, demandant la capitulation de l'Iran. Et donc le guide suprême est intervenu ce midi, hors de Téhéran, pour affirmer que le peuple iranien, je le cite, résistera, est en train de résister face à une agression et va résister à toute paix imposée. Donc pas question de capitulation. Il a ajouté que les Américains devaient savoir que toute implication de leur part dans le conflit actuel aura des dommages irréparables pour les Américains. Donc une réponse très claire de la part du guide suprême iranien, alors qu'on attendait bien sûr la réaction de Téhéran face aux déclarations du président Trump. De son côté, le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté que l'Iran répondra à tout pays qui agressera son territoire. Donc un message également qui vient s'ajouter aux déclarations du guide suprême. Donc on en est dans cette l'Iran tient tête et donc pas question de céder ni aux demandes du président américain de capituler, ni à une éventuelle demande de cessez-le-feu face à Israël, qui mène depuis 6 jours des attaques contre Téhéran. À l'heure où l'on se parle, évidemment, les mots de Donald Trump sur son réseau social résonnent. Siavosh, quand le président américain appelle à la reddition complète, totale de l'Iran et immédiate, comment est-ce que ça s'est vécu chez vous aujourd'hui? On est en train de se demander si les Américains vont franchir le pas, franchir cette fameuse ligne rouge qu'évoquait à l'instant le guide suprême. Qu'est-ce qui se dit en Iran aujourd'hui? Alors, les gens sont bien sûr très inquiets, d'autant plus que cette déclaration vient s'ajouter aux autres déclarations du président Trump, qui a demandé notamment à la population de Téhéran de quitter la ville. Téhéran est une ville qui compte 10 millions d'habitants, des centaines de milliers, peut-être 2 ou 3 millions sont déjà partis, mais tous les autres sont restés sur place. Alors, comment évacuer une ville de 10 millions d'habitants? Il y avait déjà une certaine inquiétude et donc après les nouvelles déclarations du président Trump, il y a donc un choc encore plus important. Est-ce que les Américains vont intervenir ou pas? C'est toute la question. Les Iraniens sont très inquiets qu'on s'installe dans une guerre longue. Et si jamais les Américains s'impliquent dans ce conflit et frappent à leur tour l'Iran avec beaucoup plus de force, ça voudrait dire qu'il y aura des dégâts encore plus irréparables et ça aura des conséquences sur peut-être des années ou des dizaines d'années dans les années à venir. Merci beaucoup Siavosh en direct de Téhéran pour France 24. Sébastien Regnault, à quel point faut-il s'inquiéter de ces petites phrases lâchées pas au hasard, évidemment par Donald Trump? On connaît aussi sa capacité à aller en avant puis à revenir en arrière. Il tape fort pour après mieux pouvoir négocier, faire redescendre la tension. C'est ce que vous pensez, vous, aujourd'hui? Vous pensez aujourd'hui que les Américains sont prêts à aller jusque-là? Non, je ne pense pas qu'ils commettront cette erreur. Je suis peut-être un tout petit peu objectif, mais je crois que là, nous sommes optimiste, mais là je crois qu'on est à une situation de non-retour si cette guerre est provoquée. Alors Donald Trump est un showman, c'est quelqu'un qui fait de l'esbrouf, forcément, comme il n'y a pas beaucoup de fonds, il investit beaucoup sur la forme. Il fait du bluff, comme il fait en permanence, c'est son fonds de commerce, et son bluff est très, j'allais dire, très précis aussi dans les termes, très précis.
précis. Il donne des signaux extrêmement précis malgré toute la caricature qui entoure le personnage. Et donc ces signaux sont analysés évidemment à Téhéran, en Iran, etc. Et les Iraniens, alors c'est là où je suis un tout petit peu plus sceptique sur la capacité des Américains et des Israéliens. Si les Israéliens, j'ai entière confiance. Les Américains, beaucoup moins. Sur la capacité des Américains à décoder les signaux iraniens. Là, c'est beaucoup plus difficile. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai vécu plus de 15 ans en Iran. J'ai connu l'Iran de l'intérieur. C'est un travail de comprendre le fonctionnement de la société iranienne. Et évidemment, comme les Américains sont complètement déconnectés de la société américaine actuelle, ils manquent d'outils. Quand les Iraniens disent aux Israéliens ce matin, et ça, le guide suprême s'est beaucoup exprimé sur lui aussi ses réseaux sociaux ces dernières heures, quand il dit vous serez punis. Il dit ça aux Israéliens aujourd'hui. Vous avez commis une énorme erreur, nous allons vous punir. Là aussi, c'est du bluff. C'est quoi les moyens des Iraniens qui dit aux Iraniens, vous allez être punis. C'est une histoire. Mais bon, ça, c'est des histoires de cours d'école. Non, le problème est beaucoup plus grave. Alors, je ne suis pas du tout impressionné. Ma question, c'est plutôt sur les moyens de l'Iran aujourd'hui à se défendre, à riposter. Parce que quand ils disent aux Israéliens, vous avez franchi une limite, n'allez pas plus loin parce que nous, on a les moyens de riposter. Quels sont les moyens des Iraniens aujourd'hui? Parce que ce conflit, il a quand même mis en avant une grande vulnérabilité de l'Iran. Voilà. Alors, d'un point de vue purement militaire, il est clair que les Iraniens n'ont pas la capacité à se défendre parmi les deux plus grandes puissances armées du monde. Ça, donc, faut évacuer le côté purement militaire. Par contre, le premier allié de l'Iran, c'est le cours du baril de pétrole. Parce qu'une attaque contre l'Iran, ça peut être un baril à 100, 150 $. Et je crois comprendre que Donald Trump est un petit peu soucieux des problèmes économiques. Ça parle aux Américains et à Donald Trump, effectivement. Pays. Voilà. Le deuxième aspect, j'en discutais un jour avec un diplomate iranien qui me disait, vous savez, dans le Golfe, il faisait référence au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à Riyad et puis aux Émirats Arabes Unis. Quand on construit des cités de verre, on n'a pas beaucoup envie que des enfants viennent jouer à s'envoyer des cailloux tout autour. Il y a aussi une inquiétude extrêmement forte du point de toute la région où toutes ces sociétés sont extrêmement fragiles et une guerre des États-Unis contre l'Iran provoquerait une déstabilisation régionale. Le troisième aspect, et il n'est pas des moindres, les États-Unis en Afghanistan ont prouvé que la plus grande armée du monde s'est fait foutre dehors par un pays du Moyen-Âge. C'est un pays de 20-25 millions d'habitants. Nous avons là affaire à un pays de 80 millions d'habitants. Pour vous donner une échelle de grandeur, toute la population israélienne représente à peine la seule ville de Téhéran. Nous sommes là à des niveaux de proportion inégalés dans les problèmes du Moyen-Orient, car l'Iran est le plus grand pays du Moyen-Orient. Et aucune armée au monde n'arrivera jamais à dessouder un pays de 80 millions d'habitants, même la plus... si elle vient de 12 000 kilomètres et que... Évidemment, mais c'est pas de ça dont il était question au départ. Israël a attaqué sur la base et sur l'argument de... Les Iraniens sont en train de développer cette bombe nucléaire. Après, évidemment, les conclusions de l'AIEA. J'aimerais qu'on regarde quand même un petit peu ce point-là, parce que la situation, elle reste quand même assez opaque. Je disais tout à l'heure que l'AIEA avait indiqué ce matin que 2 bâtiments de production de centrifugeuses avaient été détruits par l'État hébreu depuis le début des frappes. On a très très peu d'images qui nous viennent d'Iran, parce que le régime contrôle absolument tout. Que sait-on précisément de ces installations aujourd'hui, de leur état et du niveau d'avancement de ce programme nucléaire qu'Israël annonçait sur le point de développer une bombe nucléaire? On voit cela tout de suite en images avec Loïc Chalavon, et puis on en reparle juste après. Regardez. Natanz, Fordo, 2 sites stratégiques au cœur du programme nucléaire iranien. C'est dans ces usines hautement sensibles que l'uranium est enrichi par des centrifugeuses à plusieurs mètres de profondeur. Des complexes nucléaires ultra protégés
depuis longtemps dans le viseur d'Israël. Sur la base d'une analyse des images satellites recueillies après les attaques de vendredi dernier, l'AIEA a identifié des éléments supplémentaires qui indiquent des impacts directs sur les halls d'enrichissement souterrains du site nucléaire de Natanz. Jeudi dernier, quelques heures avant l'attaque israélienne, l'Iran a annoncé la construction d'un 3e site d'enrichissement d'uranium, auquel s'ajoutent d'autres installations nucléaires, des réacteurs de recherche à Arak et Ispahan, des mines d'uranium près d'Anarak au centre du pays, mais aussi une centrale nucléaire à Boucher sur la côte du Golfe Persique. Si l'Iran affirme que ces installations n'ont que des buts civils, l'organe de contrôle nucléaire des Nations Unies pointe du doigt l'accélération du rythme de production d'uranium enrichi de la République islamique. Selon l'AIEA, l'Iran a accumulé près de 409 kg d'uranium enrichi à 60%, soit une hausse de la moitié des stocks depuis le précédent rapport en février dernier. De quoi permettre à Téhéran d'avoir la bombe nucléaire ? Pas encore. 60%, cela reste en dessous du seuil de 90% d'enrichissement d'uranium nécessaire pour produire des armes atomiques. Mais les visées militaires de l'Iran ne peuvent être exclues. 60%, c'est également bien au-dessus du taux d'enrichissement nécessaire pour le nucléaire civil, établi autour de 4%. Voilà, cet argument qui a été démonté par les uns, conforté par les autres. On a notamment en tête Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement américain, qui avait dit en mars dernier les Iraniens ne sont absolument pas en train de fabriquer une bombe. Trump a été interrogé là-dessus hier à bord de l'Air Force One. Il a dit je m'en fiche de ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette menace nucléaire? C'est évidemment un argument rêvé pour les Israéliens. C'est celui qui est mis en avant depuis des décennies. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Eh bien, on est en train de nous refaire le même coup que les armes de destruction massive en Irak. Rappelez-vous, les États-Unis ont engagé une guerre contre l'Irak au motif d'armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et ça, on l'a su après. Mais quand vous dites on est en train de nous refaire le coup des armes de destruction massive de l'Irak, c'est qui, nous? Parce que l'AIEA avait parlé d'un enrichissement d'uranium qui s'était renforcé. Hein. C'est ce que je vous dis. La solution est politique. Les Iraniens sont de fins diplomates. Ils ont surtout l'historique des contentieux qui existent depuis plus de 20 ans sur cette question en mémoire. Moi je suis spécialiste de l'Iran, j'entends depuis plus de 20 ans que la bombe iranienne est pour demain. Bon, donc... c'est l'image qu'on a véhiculée à travers de l'Occident voilà, depuis des décennies. Ça aurait pu encore durer 20 ans puisqu'on ne règle pas le problème. Le problème est politique. Mais comme il y a un manque de volonté politique, vous savez, moi je discutais avec l'ancien ambassadeur de France à Téhéran, qui était en charge de toutes ces questions nucléaires entre 2000 et 2005, il me disait que l'accord du nucléaire iranien de 2015, il l'avait signé, il l'avait écrit noir sur blanc au début des années 2000. Il a fallu 15 ans pour que les gens acceptent de se mettre autour de la table pour négocier l'accord que j'avais déjà écrit 15 ans plus tôt. Démonté, obtenu par Obama, démonté par Trump, qui lui-même veut le restaurer. Voilà, qui va grosso modo le restaurer. Toute la question, et tous les problèmes viennent de là, si vous voulez. Tous les problèmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les problèmes. C'est le droit de l'Iran à faire de l'enrichissement pacifique, et j'insiste sur le mot pacifique, contre la reconnaissance... À des fins civiles ou à des fins militaires, face d'Israël. Non. À des fins civiles. Oui, bien sûr, à des fins civiles. Mais j'aimerais juste vous poser une dernière question. Derrière cette guerre, on voit bien que c'est le risque de la prolifération nucléaire qui, à travers le monde, inquiète. Il y a 21 pays arabes et musulmans qui ont lancé un appel à créer une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. En gros, tout le monde devrait le signer, y compris les Israéliens. Ça, c'est évidemment pas envisagé. Ah bah non, mais les Israéliens, ils ont la bombe. D'ailleurs, quand ils prétendent que un pays dans le monde représente une menace existentielle pour leur propre pays, j'aimerais dire aux militaires
militaires israéliens d'aller faire des conférences en France pour expliquer que la dissuasion nucléaire n'existe pas ou qu'elle est inefficace. Parce que si un pays, quel qu'il soit dans le monde, représente une menace pour Israël, c'est que leur dissuasion nucléaire ne fonctionne pas. Et donc ça peut nous intéresser, puisque nous, ça fait quand même plusieurs années que nous engageons pas mal de frais pour avoir cette dissuasion nucléaire. Donc, si vous voulez, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Il faut revenir aux faits, il faut revenir aux techniques, et il faut revenir surtout à la politique, à la diplomatie. Vous savez, on a des diplomates chevronnés qui sont souvent bien plus forts en diplomatie qu'en stratégie militaire. Et je crois c'est ce qui ne se voit pas, la diplomatie, c'est ça le problème. Voilà, on commande quelque chose qui ne se voit pas. Donc au moment où on est en train de se parler, la diplomatie est à l'œuvre selon vous? La feuille de route qu'avait signée le guide suprême au début des années 2000 pour une reconnaissance par le monde entier de l'enrichissement d'uranium à des fins civiles et pacifiques, j'insiste sur le mot pacifique, contre une reconnaissance de l'Iran, d'Israël dans les frontières de 67, va revenir sur la table. Merci beaucoup Sébastien Regnault. Merci d'avoir été l'invité de l'info du jour. Évidemment, on continue à développer cette 6e journée de bras de fer entre l'Iran et Israël. Ce sera dans le club avec nos chroniqueurs. À tout de suite.